La Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse vous présente l'émission À tout santé. Le Bureau des congrès et des événements de la ville de Marseille vous propose d'être acteur de votre santé. Bonjour et bienvenue sur À tout santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Chers téléspectateurs, l'équipe d'À tout santé vous souhaite tous les vœux de bonne année 2016 remplie de santé. Aujourd'hui, après les fêtes, le thème est d'actualité. Le surpoids, l'obésité qui touche 1,9 milliard de personnes dans le monde et près de 15% de la population française. Pour connaître tout sur l'obésité, ses traitements, nous sommes allés à la rencontre du professeur Valero et de ses équipes lors d'un premier reportage. Nous aurons sur le plateau le docteur Hervé Collado qui nous parlera des bienfaits du sport dans l'obésité. Dans un second reportage et sur le plateau, nous aurons des spécialistes qui nous parleront du traitement chirurgical de l'obésité. Et enfin, Karine Cossineau nous parlera des complications de cette maladie. Pour finir, dans la rubrique du web, Marie-Laure Dufour. Sans plus attendre, sur le plateau d'À tout santé, nous recevons nos invités. Le professeur René Valero, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes endocrinologue et vous êtes accompagné de Marie-Odile Daille, la patiente du professeur Valero. Bonsoir. Nous avons le docteur Bellon qui nous a rejoint aussi, endocrinologue pédiatre. Bonsoir. Et Hervé Collado, notre chroniqueur récurrent. Bonsoir, Hervé. Bonsoir Alain. Alors, peut-être, cette pathologie, elle est complexe, l'obésité, le surpoids, plusieurs facteurs interviennent, l'environnement, le poids de la culture, des éléments psychologiques, et elle a des conséquences multiples, bien sûr, sur la santé, mais aussi professionnelle, familiale. C'est ce que nous allons voir au cours de cette émission, mais peut-être sans plus entendre, je me tourne vers le professeur Valero pour lui demander de nous définir qu'est-ce que le surpoids, qu'est-ce que l'obésité. Alors si on essaie de donner une définition simple de l'obésité, c'est une maladie qui a des conséquences délétères pour la santé, à la fois la santé physique, corporelle et aussi des complications socio-économiques. Et à partir de quel poids on parle d'obésité? Alors pour savoir où on en est de son poids, en fait il faut faire un calcul qui est assez simple, qui est ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle ou l'IMC. Et donc en fait on prend son poids en kilos que l'on va diviser 2 fois par sa taille en mètres. Donc si on fait 84 kg pour 1,70 m, on divise 84 par 1,7 2 fois, ou 1,7 au carré. Vous avez fait le calcul là, non? J'ai pas fait celui-là. Mais... L'indice, c'est quoi les frontières? Alors, on définit une fourchette de poids normal qui est un IMC entre 18,5 et 25. Ça, c'est normal. Ça, c'est le Au-dessus, on est en surpoids. Entre 25 et 30, c'est du surpoids. À partir de 30, c'est de l'obésité. D'accord, très bien. Alors, écoutez, avant de donner la parole à Mme Ndaye et nos différents invités, nous allons visionner un reportage qui va nous plonger au cœur de l'hôpital de la Conception pour voir un peu le parcours de soins. Un reportage qui est proposé par Laurie Medina. L'obésité représente un vrai problème de santé publique. Aujourd'hui, 14 millions de Français sont en surpoids et 7 millions sont obèses. Expliquez-moi ce qui vous amène à cette consultation. Voilà, je viens vous voir parce que j'ai fait un ABC et donc je suis traitée pour. J'avais le tabac que j'ai arrêté, mon surpoids, mon obésité, qu'il faut que je traite impérativement et la tension aussi qui ne va pas. J'ai toujours été rondelette, hein. Bon, il n'y a pas de secret, j'aime bien manger, j'aime bien cuisiner, donc voilà. Est-ce que vous avez déjà fait des régimes ou pas? Non, pas spécifiquement, mais bon, je pense que c'est que j'équilibre mal mes repas. L'objectif, c'est de rééquilibrer votre alimentation. Mais avant de vous rééquilibrer, il va falloir savoir comment vous mangez. Oui. Et pour ça, on va s'aider de nos diététiciennes dans le service. Après le diagnostic établi par le professeur, une diététicienne prend en charge la patiente pour l'accompagner dans sa perte de poids. On va dans un premier temps faire une enquête alimentaire, savoir un peu comment vous alimentez, s'il y a vraiment des grosses erreurs ou un trouble alimentaire existant. Oui. Ensuite, dans un second temps, on va travailler sur vos sensations alimentaires. Je vous donnerai un journal alimentaire à me remplir justement pour travailler sur votre comportement alimentaire, pas tellement que le contenu, savoir ce que vous mangez, mais pourquoi vous mangez. Essayer de creuser pourquoi vous mangez et de mettre une note à la fin avant chaque repas.
Ensuite, M. Valero vous a parlé des ateliers, il me semble. Oui. Donc il vous les proposait, vous étiez d'accord J'aimerais bien faire l'atelier sportif avec le coach sportif. Avoir quelques cours de cuisine diététique justement pour apprendre à préparer. Et puis l'art-thérapie aussi, j'aimerais bien essayer. L'art-thérapie avec l'art-thérapeute, c'est très bien justement pour travailler si le psychologique est un peu, ça va pas très bien des fois, ça peut vous aider dans ce sens-là. D'accord. De retour sur le plateau d'Atout Santé où nous traitons aujourd'hui de l'obésité et nous avons vu Marie-Odile Daille, bienvenue sur ce plateau, sur le reportage. Première question, à quel moment vous êtes inquiétée du surpoids, de votre surpoids? À quel moment? Je me suis inquiétée de mon surpoids parce qu'il y a 2 ans, j'ai fait un AVC au travail. Et ce qui a remis totalement mon mode de vie en question. Donc parmi les facteurs aggravants, il y avait ma surcharge pondérale, donc j'ai pris en charge et je suis allée consulter donc le professeur Valero qui m'avait été recommandé. Et ça faisait longtemps que vous aviez cette surcharge? Oui, depuis l'adolescence quand même, j'avais des rondeurs, donc ça n'a fait qu'augmenter au fur et à mesure des années. Et qu'est-ce que, tout au long de votre vie, là, quelles ont été les difficultés avant d'arriver à ce problème de santé? Est-ce qu'il y a eu dans votre travail, vous avez eu des difficultés? Oui, je pense que l'essoufflement déjà, quand on marche, quand on monte les escaliers, et puis aussi le travail, tout simplement, être plus fatigué en fin de journée, voilà, ce sont des choses dont on n'a pas conscience dans la routine habituelle de notre vie et qui un beau jour font que il faut en prendre conscience. Est-ce qu'on vient vous voir quand on a un problème de santé en fait, ou il faut venir avant? Alors, l'idéal serait la prévention, d'éviter la prise de poids, ou en tout cas de venir quand on prend du poids, puisque là aussi c'est important, quand on a pris quelques kilos, il ne faut pas attendre d'être en surpoids, en obésité, on peut déjà consulter. Mais c'est vrai que le mode d'entrée le plus souvent dans la consultation, c'est soit l'excès de poids, soit des conséquences du poids. Quand il y avait un pépin. On a vu Marie-Odile, donc depuis l'enfance, depuis l'adolescence, elle est en surpoids. Est-ce que c'est un schéma classique que vous rencontrez, vous Oui, parce qu'on sait actuellement que les enfants qui sont en surpoids avant la puberté ont 20 à 50% de risque de rester obèses en tant qu'adultes et 50 à 70% quand ils sont obèses après la puberté. D'accord. Et est-ce que la prise en charge est la même entre un adulte et un enfant? Non. Alors sur certains points oui, mais non sur d'autres points. Et 2 points essentiels, c'est que les critères déjà d'obésité sont corrélés à une courbe de croissance, c'est-à-dire qu'on n'a pas des chiffres fixes pour définir l'obésité chez l'enfant, mais on est obligé de se référer à des courbes qui évoluent en fonction de l'âge. Donc pour pouvoir définir une obésité chez l'enfant. Et ensuite, la prise en charge nécessite d'avoir la coopération des parents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'enfant seul qui est... il nous faut... Mais est-ce que l'enfant il a conscience de ça? Est-ce qu'il joue le jeu? Comment vous lui parlez? L'enfant, oui, bien sûr, ça dépend de l'âge aussi. Les tout petits, enfin jusqu'à 10 ans, ils sont quand même dépendants des parents. Donc là, ils sont quand même sous la coupe des parents. L'adolescent va être peut-être beaucoup plus à même à discuter, à négocier avec lui. Bien sûr. Quelles sont les origines de ce trouble? Alors, il y a clairement, c'est multifactoriel, donc on sait maintenant clairement qu'il y a un terrain génétique, donc on sait qu'il y a des sujets plus susceptibles que d'autres de prendre du poids, donc ça c'est maintenant assez bien connu, et puis surtout c'est les déterminants environnementaux, donc l'alimentation au premier point, donc une alimentation trop riche. Est-ce que ça touche des classes sociales particulières? Alors ça touche beaucoup les populations défavorisées, puisque la prévalence d'obésité est corrélée au niveau socio-économique et finalement plus on est pauvre, plus on a de risques de développer une obésité. Vous, dans votre métier, vous êtes un peu le chef d'orchestre quand on vient vous voir. Quel est le parcours de soins pour quelqu'un qui est dans cette pathologie? Alors ce qu'il faut, c'est bien reconstituer l'histoire du poids, parce qu'il y a des histoires assez différentes de poids, donc ça c'est très important pour le reconstituer. C'est faire le point sur l'ensemble des complications qui peuvent être associées à cette obésité. Et puis après, c'est amorcer la prise en charge en collaboration avec tous les acteurs de l'obésité. Hervé, une question. Vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, dans les classes plus défavorisées, on avait plus de surpoids. Est-ce que c'est dû au fait que ça coûte cher de manger bien, ou est-ce que c'est culturel? Alors là aussi, il y a plusieurs facteurs. On sait que il y a des composantes culturelles. C'est vrai que l'excès de poids peut être vécu par certaines populations comme l'accession à
à une catégorie socio-professionnelle. Et puis, il y a manger équilibré, ça demande aussi des moyens qui ne sont pas toujours à la disposition des patients. Et puis, l'accès aussi à de l'activité physique est parfois difficile. Je crois, on a une question des téléspectateurs, oui, Hervé. On a plusieurs questions. La première, Francis dans Suez, qui a fait le régime du camp et qui, après avoir arrêté, a repris du poids. Et il nous pose la question, il vous pose la question de votre opinion sur ces régimes vendus comme miraculeux. Alors, 20 secondes de la réponse. Alors clairement, tous les régimes trop restrictifs, où on baisse de façon très importante les calories, peuvent avoir des effets à court terme, mais sont néfastes à moyen et à long terme. D'accord. Juste une dernière question. Au moment où tous les traitements ont été utilisés, qu'il ne reste plus que la chirurgie, c'est quel moment que vous proposez la chirurgie? Alors la chirurgie, on peut y penser quand il y a une obésité, on va dire en IMC entre 35 et 40, mais avec des complications de type diabète, ou alors des IMC à plus de 40, à ce moment-là, on peut envisager la chirurgie bariatrique, la chirurgie de l'obésité. Merci pour ces différents échanges. Nous allons passer, chers téléspectateurs, à la rubrique pédagogique animée par Hervé Collado. Hervé, quelle est la place de l'activité physique dans la prise en charge de l'obésité ? Alors on va aller à l'encontre un petit peu de ce que disait un célèbre ministre anglais, Churchill, qui préconisait le no sport, puisqu'on sait que finalement l'activité sportive est intéressante et ça a été démontré et prouvé que l'inactivité physique est une conduite plus dangereuse que la pratique sportive qui peut en soi entraîner des problèmes traumatologiques. Mais on a prouvé que finalement il valait mieux faire du sport que pas du tout. Alors, quand on parle de sport, ce n'est pas forcément du sport en compétition. On ne va pas demander de gagner les Jeux Olympiques. Le problème, c'est plus la lutte contre la sédentarité et ce sont des petits moyens de la vie quotidienne. Aller chercher son pain, aller chercher le journal en voiture, monter des escaliers. Entre compétiteurs et la sédentarité complète, il y a ce qu'on appelle le comportement sain. Alors, qu'est-ce que le comportement sain? C'est avoir des gens en face de soi et dire... il faut faire un petit peu de sport. Il a été recommandé de faire au moins 30 minutes d'activité modérée 5 fois par semaine, donc 5 jours par semaine. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, modéré. Pour vous, ça ne veut peut-être pas dire la même chose que moi. Donc il va falloir choisir les sports pour certaines personnes. Alors les sports, quand on a un surpoids, voire une obésité, c'est compliqué. On a plusieurs problèmes. Premièrement, le surpoids en soi qui entraîne des douleurs mécaniques, les genoux. Ça peut entraîner plusieurs problèmes de ce côté-là. Donc il faut privilégier des sports plutôt non portés. La natation, le vélo, c'est vrai que la course à pied, on a du mal à proposer ça aux patients. Deuxièmement, il y a une limite psychologique. C'est difficile quand on a un surpoids, on a une image corporelle difficile à assumer. Et donc, l'intérêt, c'est que maintenant, il y a des travaux de groupe. En groupe, c'est beaucoup plus facile de s'assumer. Pour terminer et pour finir avec les enfants, j'ai ressorti une étude qui était intéressante et qui montre l'impact de l'activité sportive des parents sur les enfants. En fait, on sait que si aucun parent ne fait du sport, 14% des enfants sont à surpoids et 8% sont en obésité. Si un parent fait une activité sportive, ces chiffres sont divisés par 2. Et si les 2 parents font du sport, on retrouve des chiffres en dessous de 1%, c'est-à-dire l'image parentale qu'on peut avoir par rapport à l'activité sportive. Merci Hervé, merci à vous tous d'avoir participé à cette première partie d'émission. Chers téléspectateurs, restez avec nous. Nous allons tout de suite dans un service où nous allons découvrir la chirurgie bariatrique ou la chirurgie de l'obésité. Lorsqu'on rencontre quelqu'un qui a été sélectionné par son entourage médical ou qui est très motivé pour être opéré, la première chose très importante, c'est que cette personne a besoin d'être informée. Informée sur les différents choix possibles. Actuellement en France, il y en a 3 qui sont la pose d'un anneau gastrique, une gastrectomie, l'ablation des 3/4 de l'estomac qu'on appelle la sleeve, et une autre méthode, c'est le bypass gastrique, le court-circuit gastrique. Alors si je prends l'exemple de l'anneau gastrique, c'est une méthode qui va être préconisée pour les personnes les plus volontaires, celles qui veulent gérer leur comportement alimentaire et ne veulent pas être soumises juste à l'efficacité d'une grosse opération qui va les empêcher de manger. Même si on a l'anneau qui est là, on peut quand même manger ce qu'on veut. On n'est pas. Donc après, il faut nous se fixer des limites et nous changer sa vision face à la nourriture. Avec un anneau gastrique, ils vont recevoir de la part de cet anneau posé sur l'estomac un petit signal quand ils vont manger un peu trop vite, quand ils vont manger un peu trop en quantité. Et ce petit signal va les aider à s'arrêter au bon moment. Cet anneau doit se régler en fonction des sensations de la personne, se régler dans le temps, en fonction
de tout ce qui peut se passer dans le courant de la vie, car on peut garder un anneau aussi longtemps qu'on en a besoin. Ça fait depuis combien de temps vous l'avez? J'ai mon anneau depuis janvier 2010. Et une perte de poids de 72 kilos. 72 kilos, d'accord. Et vous en avez toujours besoin de l'anneau? Ben là, il est ouvert, mais non, il est juste... Vous préférez qu'il soit là? Il est juste là. Voilà, il est toujours là. On a complètement desserré. Et vous n'avez pas repris un gramme? Non. Bravo. Bon, c'est un peu le test. On a dit qu'on le laissait ouvert pendant quelques années. On voit un peu ce que ça donne et puis après on l'enlèvera. C'est parfait. Après ce type d'opération et une telle perte de poids, passer par la chirurgie réparatrice pour remodeler la peau peut devenir indispensable. Après nombreuses années de régime successifs, une dizaine d'années, 10-11 ans de régime, toujours voué à l'échec, j'étais en surpoids. J'étais grosse, j'avais une obésité morbide en fait. Donc j'ai décidé d'aller voir un gastro-entérologue, donc le professeur Dr Noël, à la Casamance. Je voulais faire ce qu'on appelait la sleeve, c'était nouveau. Donc j'ai fait cette fameuse sleeve, miracle. C'est un miracle, je revis. Très dur au départ, parce qu'on ne mange plus, on se demande qu'est-ce qui se passe alors qu'on avait toujours faim. Et le repas, le moment du repas, c'était peut-être pas une assiette, c'était peut-être 2 assiettes qu'il nous fallait. Et là, si on arrive à avaler 2 bouchées, c'était le bout du monde. Comme ça, j'ai perdu 70 kilos en 2 ans. J'avais la peau qui tombait, le corps... C'était affreux, c'était vraiment, j'avais une gêne, cette gêne qui était là, me dire oui je suis mince, oui mais regarde j'ai toute la peau qui est là, c'est flasque, c'est un mal-être. C'était un autre mal-être, j'ai une amie qui m'a parlé du body lift et du Dr Abs, donc je me suis renseignée, après quand j'ai fait cette opération, ça a été dur pendant les 48 heures, ça fait un petit peu mal, logique, mais supportable. Voilà, supportable. Si c'est à refaire, je referai cette intervention sans hésiter. De retour sur le plateau d'Atout Santé avec nos invités qui nous ont rejoints, le docteur Pierre Campan, vous êtes chirurgien digestif, chirurgien de la bariatrie, c'est ça, comme ça qu'on dit, hein? La chirurgie bariatrique. La chirurgie bariatrique, vous allez nous en dire quelques mots dans quelques instants. Docteur Richard Abs, vous êtes chirurgien esthétique, bonsoir. Et plastique, bonsoir. Leïla, vous êtes la patiente de Dr Abs, bonsoir et bienvenue. Et Karine Cossino, notre chroniqueuse récurrente, bonsoir, vous êtes bien sûr docteur et vous nous animez des chroniques brillamment à chaque émission, on est ravis de vous retrouver. Juste avant d'aller plus loin, justement, la chirurgie bariatrique, qu'est-ce que c'est, docteur Campan? La chirurgie bariatrique, c'est une des branches de la chirurgie digestive, donc nous sommes des chirurgiens digestifs. Et la chirurgie bariatrique, c'est la chirurgie de l'obésité. La chirurgie bariatrique s'appelle comme ça parce que baros en grec ça veut dire le poids. Donc c'est la chirurgie qui fait perdre du poids. Très bien. Alors on a vu qu'il y avait trois techniques, sleeve, l'anneau gastrique et le bypass. Comment on choisit une technique par rapport à une autre, hein? Il y en a plus que 3 des techniques, mais ce sont les 3 principales qui sont pratiquées en France. Comment on les choisit? D'abord, il y a plusieurs personnes qui sont à l'origine de ce choix. Il y a le chirurgien, mais contrairement à ce qui se passe dans la plupart de la chirurgie, il y a le chirurgien, puis il y a le patient qui choisit aussi. Le patient, il y a ses conseils diététiques, il y a même le psychiatre qui intervient. Et au bout du compte, on choisit avec de nombreux paramètres, après avoir discuté entre nous tous, et les paramètres sont divers, mais quand même principalement, le principal paramètre, c'est le comportement alimentaire. C'est la motivation en fait, c'est ça? C'est le comportement alimentaire et la motivation à le modifier. Alors si la motivation du patient est très forte, on va lui faire une opération un petit peu moins importante. Et si le patient se sent très perturbé dans son comportement alimentaire et n'a pas confiance en lui pour le changer et pour beaucoup participer, on va lui faire une intervention plus importante. Quand on dit moins importante, c'est la mise en place d'un anneau, c'est ça qui régule? Oui, l'intervention la moins lourde, c'est la mise en place d'un anneau, qui est un outil avec lequel il va se sentir gêné pour manger. Ça va lui suffire pour perdre du poids à la cadence qu'il aura un peu choisi lui-même. On pense que la chirurgie, c'est une solution miracle. Est-ce que c'est vraiment Alors justement, la préparation à la chirurgie, c'est aussi enlever le fantasme. 30 secondes. Oui. Sur l'anneau gastrique, qu'est-ce que j'ai posé comme question sur l'anneau gastrique?
Si c'était la... Ah oui, alors je recommence. On recommence sur l'anneau gastrique. Le plus facile, c'est l'anneau gastrique? Alors le plus facile, non. Ce n'est pas la solution la plus facile. Peut-être même c'est le contraire. Pour le chirurgien, c'est le plus facile parce que c'est une petite intervention qui dure une demi-heure et qui a l'avantage justement d'être une intervention bénigne, à la suite de laquelle il y a, le patient, en fait, que il y a peu de complications. Mais ça sera un petit peu plus compliqué pour le patient qui devra, à long terme, participer à la modification de son comportement alimentaire. Mais un avantage pour lui, c'est que son anneau, il va le garder longtemps, et que 10 ans après l'intervention, il pourra encore compter dessus. Est-ce que la chirurgie, c'est une solution miracle pour l'obésité? C'est la difficulté, c'est de faire oublier aux patients qu'il n'y aura pas de miracle, parce qu'on va opérer un organe sain, et le problème n'est pas à l'organe qu'on va opérer, il est au comportement alimentaire, il est un peu au cerveau, et il va falloir faire comprendre aux patients que tôt ou tard, il faudra quand même qu'ils participent à cette démarche. Alors Leïla, vous avez été opérée d'une sleeve, hein, je crois. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien? Tout. Tout. Comment c'est arrivé en fait la prise de poids? Je crois qu'on l'a vu un peu dans le reportage. Grossesse, ouais. La 3e grossesse. Là, ça a flambé d'un coup. J'ai pris énormément de kilos. J'ai pris plus de 70 kilos. 70 kilos, d'accord. Sur une grossesse, oui. Écoutez, en tout cas aujourd'hui, tout va bien. Grâce à la sleeve que j'ai fait. Qu'est-ce que ça fait dans votre vie quotidienne justement cette sleeve aujourd'hui? Mon attitude alimentaire, du tout. J'ai pu faire. Enfin, je mange raisonnablement. Je mange modérément, surtout. Et puis, voilà, je suis régulée, chose que je n'arrivais pas à faire. Ou même avec, j'avais des régimes, je faisais le yo-yo, je perdais 10 kilos, j'en reprenais 20. Donc, je suis montée à... Disons, j'avais un indice à 43, un IMC à 43. J'avais une obésité morbide. Une obésité morbide. Et une fois que vous avez perdu ce poids, ces 70 kilos, à quel moment vous avez eu envie de faire la chirurgie esthétique dans votre parcours? Quand mon poids s'est stabilisé. D'accord. C'est combien de temps après? Après la sleeve, 6 ans. Mais j'ai laissé le temps, 3 ans à mon corps, le temps de se stabiliser pour être sûr, parce que je ne connaissais pas, je vais dans le néant. Donc j'ai fait appel au docteur Raps. Alors justement, vous intervenez tout le temps au bout de 3-4 ans, c'est ça la moyenne en général? Il n'y a pas vraiment une période, mais le tout, c'est que le poids soit stabilisé et que le statut nutritionnel soit équilibré. Voilà. Qu'est-ce que techniquement vous faites? Qu'est-ce que vous faites en fait vous? Techniquement, on a un habit qui est plus grand que le corps. Il y a un relâchement cutané et donc il faut réadapter. On joue un peu le tailleur. Donc l'opération la plus pratiquée et celle qui redonne le moral, c'est le lifting inférieur du corps. Comme si on remontait un peu le pantalon et ça remonte les cuisses, les fesses et puis ça arrange le ventre. Donc déjà celle-là... Quelles autres parties du corps? Alors évidemment, il y a d'autres parties du corps comme le lifting supérieur du corps au niveau de la poitrine ou les plis du dos. Ça peut être la face interne des bras, la face interne des cuisses et puis le visage. C'est important. Est-ce qu'on peut, docteur Campan, est-ce qu'on peut reprendre du poids après ce type de chirurgie? Bien sûr, on peut en reprendre. Est-ce que c'est dangereux? C'est dangereux, parce que surtout quand on est déjà passé par la chirurgie esthétique, c'est particulièrement dangereux. C'est dangereux pour le moral, et parce que ça donne une impression d'échec, et d'un nouvel échec après tous les échecs de la diététique. L'échec de la chirurgie, c'est particulièrement dangereux psychologiquement. On peut reprendre du poids, et tout le suivi consiste justement à encadrer le patient à long terme. Et je pense que Leïla a bien compris dans son parcours que après l'effet prodigieux de la chirurgie bariatrique, de faire perdre 30, 40, 50 kilos de façon assez automatique pendant les 2 premières années, il fallait ensuite assurer la stabilisation. Stabiliser. Et elle a très bien certainement compris que la stabilisation a été son travail à elle. Alors, je crois qu'on a des questions des téléspectateurs. Alors, Karine. Une question pour Leïla, de Marie-Josée de Fuveau, qui veut savoir si c'est une chirurgie douloureuse. Non, pas du tout. Non, du tout. Dernière question peut-être des téléspectateurs. J'ai une autre question pour le docteur Campan. Est-ce que c'est une chirurgie qui est prise en charge par la sécurité sociale? Oui, quand elle est effectuée, quand elle est demandée avec les bons critères, c'est-à-dire que quand l'IMC, l'excès de poids, est conforme
aux critères de la sécurité sociale et que l'obésité a des conséquences sur la santé. Merci à vous tous pour ces différents échanges. Nous allons passer à la parole d'expert avec Karine Cossineau. Karine, vous allez nous parler un peu des complications de cette maladie, entre autres. Alors oui, je vais d'abord vous rappeler que nous sommes à l'heure actuelle en pleine épidémie, pandémie d'obésité, et je vais rappeler une fois de plus les chiffres que vous avez déjà donnés tout à l'heure. L'OMS nous donnait en 2014 6 millions d'obèses dans le monde, 1,9 milliard de personnes en surpoids, ce qui est considérable et c'est pas prêt de s'arrêter. 15% d'obèses en France et 40% environ en surpoids. Les projections pour 2030 de l'OMS en Irlande, 85% de personnes en surpoids et 48% d'obèses. Voilà. Environ 38% pour la Grande-Bretagne. Donc c'est considérable. Donc parmi les causes d'obésité, on vous a parlé des problèmes endocriniens, on vous a parlé des désordres alimentaires avec les troubles du comportement alimentaire, on vous a parlé de l'hérédité, de la génétique. Mais il y a un problème qui est absolument majeur, c'est la sédentarité. Ça, on n'en parle pas assez. On a réalisé depuis les années 70 qu'une alimentation trop grasse, trop salée, trop sucrée augmentait le poids et qu'il fallait impérativement arrêter cette épidémie. Et donc, les rations caloriques ont diminué dans notre assiette depuis les années 70. Or, l'épidémie d'obésité a continué de croître, elle ne cesse de croître et on s'est rendu compte que celle-ci était proportionnelle au nombre d'écrans et au nombre de véhicules par famille. Nous marchions jusqu'au début du XXe siècle environ 6 heures par jour. Nous étions actifs, debout, en train de nous déplacer. Depuis l'avènement de l'automobile, les écrans et tout ce qui va avec, nous passons plus de 6 à 8 heures en position assise ou couchée en dehors des périodes de sommeil. Ceci est absolument dramatique. Donc c'est une cause d'obésité. Donc il va falloir impérativement inverser la tendance et l'obésité se complique de beaucoup de problèmes cardiovasculaires. Première cause de diabète, hypertension, syndrome d'apnée obstructive du sommeil, troubles ostéo-articulaires avec l'arthrose et infarctus, AVC, toutes les complications. Donc il est impératif de bouger en plus d'une meilleure hygiène alimentaire. Merci Karine. Alors chers téléspectateurs, bougez, marchez, hein, c'est ce qu'on va retenir. Alors bien sûr on remercie l'ensemble de nos invités pour ce débat qui vous a expliqué un peu ce qu'était le surpoids, l'obésité et ses multiples traitements. Leïla, on va vous remercier, vous accompagner, merci d'avoir été avec nous. Chers téléspectateurs, avant de conclure notre émission, nous allons accueillir Marie-Laure Dufour pour la revue du web. Marie-Laure, vous avez trouvé des choses assez exceptionnelles sur le web pour nous aider à maigrir. Racontez-nous. Oui, Alain, le web, c'est une vision du monde exaltante ou terrifiante. Sur l'obésité, par exemple, 4 930 000 résultats sur ce seul terme. Vous imaginez la diversité des approches. Pour faire simple, il y a ce qui ressort du médical, thérapie ou chirurgie, la vraie, ou ce qui relève de la connerie, la vraie. Et le plus improbable fonctionne toujours. Vous êtes prêts ? Le régime patch. Un patch taille timbre-poste est cousu sur la langue. C'est un matériau abrasif. Il use la langue en cas de frottement. Impossible de manger du solide tant la douleur est importante. Il ne vous reste qu'à avaler du liquide. Deuxième option, le régime couture et paille. Autre idée de génie, pour maigrir, il ne faut pas manger. Comment faire ? Ne pas ouvrir la bouche ? Ok, apporter du fil et des aiguilles. La méthode consiste à ligaturer ensemble les mâchoires, rendant impossible l'ouverture de la bouche. Si vous avez une fringale, ce sera à la paille. Conservez juste une pince coupante. En effet, les violentes douleurs provoquent des vomissements. La bouche est scellée, risque de mourir étouffée, garantie. En cas d'urgence, il ne faut que sectionner les ligatures. Si vous êtes plus classique, optez pour un ver solitaire. Vous ingérez l'insecte sous forme d'œuf ou de larve. Il se développe dans l'organisme, se nourrissant de ce que vous mangez. Ou encore le respirianisme, consiste à ne se nourrir que de l'air qu'on respire. À chaque petit creux, on prend une grosse bouffée d'oxygène. Côté médical, heureusement, clin d'œil à Laurent Ournac, sympathique personnage du Camping Paradis. Atteint d'obésité morbide, il se prend en main et choisit une sleeve. Il a changé, il est heureux. Cette métamorphose, 50 kg en 9 mois, est le fruit d'un long processus dont vous avez parlé avant l'opération, examens médicaux et entretien pour bien se préparer. Une perte de poids fulgurante critiquée par certains, ce à quoi Laurent Ournac répond « J'ai envie de dire,
je vous emmerde. Je m'adresse à ceux qui ne comprennent pas ce que signifie vivre avec 60 kilos de trop, être en situation d'échec permanent, se faire opérer, c'est aussi renoncer à ce que l'on est. Pas si simple. Alors, ligature des mâchoires ou vers solitaire, je zappe. Hygiène de vie, accompagnement médical sérieux et bienveillant, mon atout santé, je prends. Merci Marie-Laure. Chers téléspectateurs, c'est la fin d'Atout Santé. Alors, vous l'avez compris, il faut marcher, faire du sport, éviter de ligaturer la bouche, bien sûr, puisque ce n'est pas des choses très sympathiques. Chers téléspectateurs, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Nous nous retrouvons mardi dans 15 jours. Et d'ici là, soyez acteurs de votre santé. Le Bureau des congrès et des événements de la ville de Marseille vous propose d'être acteur de votre santé. La Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse vous a présenté l'émission Atout Santé.